Le vent glacial de l'hiver s'engouffrait dans les ruelles de Belle-Roche, petite ville isolée au pied des Rocheuses, tandis que Thomas Marchand serrait le volant de son vieux pick-up. À l'arrière du véhicule, ces 3 bergers allemands haletaient doucement, leur souffle formant de petits nuages de buée dans l'habitacle. Et puis, soudain, un cri, aigu, déchirant, celui d'un enfant. Avant même que Thomas n'ait pu réagir, la portière du camion s'ouvrit brusquement. 4 formes se ruèrent dans la rue détrempée, courant vers l'origine du cri. Duke, Max, Bella, et contre toute attente, Luna, une chatte grise au pelage rayé, minuscule qui galopait aux côtés des chiens, comme si elle avait toujours été l'une des leurs. « Mon Dieu !» murmura Madame Bertin, laissant tomber ses sacs de course sur le trottoir. « Ce chat, il croit qu'il est un chien. » Un attroupement s'était formé au bord de la station essence de la Grand-Rue, les regards rivés sur le ruisseau de Montvallon, où les 4 animaux s'étaient jetés dans l'eau glacée sans la moindre hésitation. Même Luna, la petite chatte, nageait avec la même détermination que ses frères canins. Elle ne se débattait pas comme un chat cherchant désespérément à échapper à l'eau, non. Elle fendait le courant avec force, ses pattes battant en rythme, son regard fixé sur un but invisible. Personne, à Belle-Roche, n'avait jamais vu une chose pareille. Mais il faut dire qu'aucun d'eux ne connaissait vraiment l'histoire extraordinaire qui avait uni cette famille improbable. Une histoire faite de pertes, de miracles et de résilience. Une histoire plus grande que la somme de ses parties. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant « Depuis quelle ville vous regardez cette vidéo ?» Maintenant, reprenons le fil de notre histoire. Belle-Roche, Montana, était le genre de bourgade où les secrets n'avaient pas de place, où tout le monde connaissait tout le monde et où le changement arrivait rarement, voire jamais. C'est ici que Thomas Marchand s'était installé 15 ans plus tôt avec sa femme Claire. Après une carrière militaire marquée par des années de service, il avait été attiré par le calme de la région, rêvant d'une vie simple loin du tumulte. Leur maison, modeste bâtisse en bois blanc bordée de lilas, se trouvait à la sortie de la ville juste au bord du ruisseau. Elle n'avait rien de luxueux, mais Claire l'avait rendue chaleureuse. Des rideaux faits main, des meubles anciens qu'elle avait elle-même retapés, des bouquets de fleurs fraîches dès que la saison le permettait. Tout portait sa marque. À 62 ans, Thomas paraissait plus jeune. Son dos restait droit, sa démarche vive, bien qu'un voile de tristesse assombrissait désormais son regard noisette. Depuis 3 mois, le silence avait envahi la maison. Claire était partie, emportée par un cancer fulgurant malgré un combat acharné. Les habitants de Belle-Roche avaient bien tenté de lui venir en aide, apportant gratin et soupe à répétition. Mais leur sollicitude s'était peu à peu estompée, le laissant seul avec son chagrin. Et ses 3 bergers allemands. Duke, le plus âgé, avait 8 ans. C'était le sage du groupe. Un chien à l'allure noble, calme, protecteur, avec déjà quelques poils gris autour du museau. Claire l'appelait son gentleman à 4 pattes. Max, 6 ans, débordait d'énergie. Claire avait insisté pour l'adopter, disant que Duke avait besoin d'un compagnon de jeu. Et puis il y avait Bella, la Benjamine, 4 ans à peine. La petite dernière que Claire avait recueillie alors qu'elle n'était qu'un poids-plume, rejeté de sa portée. Elle l'avait nourrie au biberon, veillé ses nuits, et aujourd'hui Bella était une chienne intelligente, vive, très attachée à sa famille. Mais le dernier souhait de Claire, celui qu'elle n'avait pas eu le temps de réaliser, c'était d'ajouter un chat à leur tribu. Elle disait toujours « Chaque foyer a besoin d'un équilibre. Les chiens offrent leur amour sans condition, mais les chats, eux, vous obligent à mériter le leur. » Thomas n'avait jamais été très félin. Pourtant, il lui avait promis d'y réfléchir une fois la guérison revenue. Une promesse qu'il n'aurait jamais l'occasion de tenir. Madame Bertin, leur voisine de 65 ans à la langue bien pendue, avait vite fait de suggérer que 3 chiens étaient de trop pour un veuf seul. Quant au vétérinaire de la ville, le docteur Antoine Leclerc, il lui avait glissé, à demi-mot, qu'il connaissait des gens prêts à accueillir de bons chiens si jamais Thomas voulait simplifier les choses. Thomas s'était contenté de les remercier poliment avant de refermer sa porte. Les chiens, c'était tout ce qui lui restait de Claire. Ils resteraient avec lui. Point. Un matin gris et bas, alors que la lumière peinait à filtrer à travers les nuages, Thomas était assis dans la cuisine, sa tasse de café oubliée devant lui. Il fixait la photo encadrée de Claire posée sur la table. Son sourire illuminait encore la pièce malgré son absence. « Elle voulait un chat », murmura-t-il. « On n'a jamais eu le temps, hein, mon vieux ?» Duke, couché près de lui,
posa sa tête sur son genou. Ses yeux bruns semblaient comprendre le poids que portait son maître. Thomas caressa doucement ses oreilles. Max et Bella entrèrent à leur tour, leurs griffes cliquetant sur le lino, s'installant en silence. Le vide laissé par Claire se faisait sentir à chaque geste, chaque instant. « Allez les gars, il est temps d'aller marcher un peu. » Ils partirent, comme chaque matin. Mais ce jour-là, la pluie les surprit à la sortie de la ville. Une pluie fine d'abord, puis une véritable averse. Les chiens trottaient à ses côtés, secouant l'eau de leur pelage. Thomas, transi, s'apprêtait à rebrousser chemin lorsque Duke s'arrêta net. Les oreilles dressées, un cri, faible, plaintif, venu d'un amas de branches et de détritus bloqués sous le vieux pont. « Qu'est-ce que t'as vu, mon grand ?» En écartant les débris, Thomas découvrit une minuscule boule de poils trempés, grelottante, une chatonne tigrée, pas plus grosse que ses 2 mains, à peine vivante. « Eh ben ça alors ?» Il s'attendait à une réaction agressive de ses chiens. Mais à sa grande surprise, Duke s'approcha et lécha doucement le pelage détrempé de la petite. Max et Bella s'installèrent en cercle autour d'eux, curieux, protecteurs. Thomas la blottit dans sa veste. « On va te ramener au chaud, juste le temps de te trouver une vraie maison, hein ?» Claire aurait voulu ça. De retour à la maison, Thomas improvisa un petit nid de fortune dans une boîte en carton posée sur la table de la cuisine. Une bouillotte enveloppée dans une serviette tiède tenait lieu de coussin chauffant et il se mit à nourrir la minuscule chatte à l'aide d'une seringue remplie de lait tiède. Les 3 bergers allemands ne la quittaient pas des yeux. Leurs oreilles frémissaient à chaque couinement, leur queue battant doucement le sol comme pour l'encourager. Thomas, cependant, restait sur ses gardes. « Ne vous y attachez pas, dit-il d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. On ira voir le docteur Leclerc demain. Elle ira dans une famille tôt qui lui conviendra. » Mais la nuit venue, Thomas s'éveilla dans un silence inhabituel. Aucune respiration canine à ses côtés. Il se leva et suivit le léger gémissement qui émanait de la cuisine. Là, dans la lumière bleutée de l'aube naissante, il découvrit Duke, Max et Bella couchés autour de la boîte en carton. Leur corps formait un rempart de chaleur. Duke, comme à son habitude, était le plus proche. La chatonne, recroquevillée contre lui, dormait paisiblement. « Eh ben, » murmura Thomas, « si ça c'est pas un signe !» Le lendemain, au cabinet vétérinaire, le docteur Leclerc examina la petite rescapée avec attention. Environ 5 semaines, sous-alimentée mais pas blessée. C'est une miraculée. Tu l'as trouvée juste à temps. Tu lui trouveras une famille ? Demanda Thomas en tentant d'ignorer la boule qui lui montait dans la gorge. Le vétérinaire haussa un sourcil en jetant un coup d'œil aux 3 chiens restés sagement dans la salle d'attente. Duke, surtout, avait les yeux fixés sur la porte comme s'il pouvait sentir la présence du chaton à l'intérieur. « Tu es sûr de vouloir t'en séparer ? Elle a l'air déjà bien installée avec tes molosses. J'ai 3 chiens, Antoine, des bergers allemands. Pas exactement l'environnement rêvé pour un chaton. Et pourtant, elle semble très bien s'y faire. Juste le temps qu'elle reprenne des forces, céda Thomas à contre-cœur. Ensuite, elle ira dans une vraie maison. » Les jours passèrent, puis les semaines. Et bientôt, la petite chatte, que Thomas se surprit à appeler Luna, à cause d'une tache en croissant sur son front, s'installa dans leur quotidien comme si elle y avait toujours appartenu. Elle gagnait en vitalité, bondissait, explorait. Mais ce qui stupéfiait le plus Thomas, c'était le comportement de ses chiens. Il l'avait littéralement adoptée. Duke la portait délicatement par la peau du cou lorsqu'elle s'approchait trop près des escaliers. Max, l'infatigable joueur, se couchait sur le dos pour lui permettre de lui grimper dessus et mordiller ses oreilles, et Bella, la plus disciplinée, lui montrait comment attendre calmement devant la gamelle jusqu'à ce que Thomas donne le signal. Luna imitait tout, et pas comme un chat qui observe de loin. Non, elle attendait avec eux, avançait avec eux, mangeait à leur rythme. « Ce n'est pas naturel », avait déclaré Madame Bertin en déposant un gratin sur le pas de la porte. « Un chat et des chiens ? Tu vas la perturber. » À cet instant précis, Luna trébucha sur le tapis du salon. Duke se précipita aussitôt, la redressant délicatement avec son museau. Thomas croisa les bras. « Elle n'a pas l'air très perturbée, si tu veux mon avis. » Il y avait quelque chose de profondément apaisant à les observer interagir. Comme une horloge réglée par un instinct mystérieux. La logique disait que ça n'avait aucun sens. Et pourtant, cela fonctionnait. Luna avait comblé un vide que Thomas ne soupçonnait même pas. Un jour, en la voyant s'endormir au milieu des 3 chiens, il avait murmuré à voix basse la photo de Claire entre les mains.
C'est ça que tu voulais, hein, une famille équilibrée. Tu avais tout prévu, comme toujours. Au bout de 6 mois, Thomas ne fit plus semblant. Luna n'était plus une invitée. Son carton avait laissé place à un vrai panier pour chat, bien que la petite préférât toujours dormir entre Duke et Bella. Et ce qui surprenait encore Thomas, c'était à quel point Luna se comportait comme un chien. Elle répondait à son nom, elle attendait au pas de la porte pour sortir. Elle tentait même d'aboyer lorsqu'un inconnu s'approchait de la maison. Sa voix, un mélange étrange entre un miaulement et un aboiement, faisait éclater de rire Thomas à chaque fois. « On a créé un monstre !» soufflait-il souvent. « Mais quel monstre extraordinaire !» Un an jour pour jour après la mort de Claire, Thomas était assis sur la balançoire du porche, une tasse de thé entre les mains, observant Luna qui participait à une séance d'entraînement dans le jardin. Lorsque Thomas siffla, les 3 chiens accoururent. Et juste à côté d'eux, Luna, galopant à toute vitesse, maintenant adulte et pleine d'assurance. Elle s'assit devant lui, recevant sa friandise avec autant de dignité que ses grands frères canins. « Claire, tu ne le croirais pas si tu la voyais, elle est incroyable. » La douleur était toujours là, sourde et pesante, mais elle avait changé. Elle n'était plus ce gouffre qu'il aspirait chaque matin. Grâce à Luna, grâce aux chiens, grâce à cette famille qu'il n'avait jamais imaginée mais qui s'était formée autour de lui, malgré lui. Ce matin-là, alors que Thomas terminait sa 2e tasse de café, il entendit sa voisine l'appeler d'une voix tranchante depuis la clôture. Madame Bertin, en blouse fleurie et chignon tiré, l'attendait bras croisés. Elle tenait un petit carnet à la main, le genre qu'elle utilisait pour noter les anomalies du voisinage. « Thomas Marchand, dit-elle sans préambule, il faut qu'on parle de ce chat. » Thomas soupira en silence, posa sa tasse et descendit les marches du porche. « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois ?»« Ce qu'elle a fait, corrigea Madame Bertin, ce n'est pas naturel. Elle vit avec 3 chiens, elle les imite, elle ne sait même plus qu'elle est un chat. J'ai lu des choses là-dessus, des études. Les animaux doivent rester entre espèces semblables, sinon ils perdent leurs repères. Elle a besoin d'interagir avec des chats, pas de penser qu'elle est un berger allemand. » Elle pointa Luna, qui à cet instant précis jouait à se battre gentiment avec Max sur la pelouse. La chatte se tenait sur ses pattes arrière, donnait des petits coups de pattes contrôlés, puis roulait dans l'herbe avec un miaulement-boufflement joyeux. Max la laissait gagner. « Regardez-la, elle ne sait même plus grimper à un arbre, c'est un chat, pas un chien soldat. Elle me semble plutôt heureuse, répondit Thomas d'un ton égal. Heureuse, elle est déboussolée. J'en ai parlé au docteur Leclerc. Il est d'accord, c'est très inhabituel. Il pense même rédiger un rapport sur son comportement. Et si ça se confirme, il pourrait être obligé d'intervenir. Thomas se redressa lentement, son regard s'assombrissant. « Vous êtes allé voir Antoine à propos de mes animaux ? Quelqu'un devait bien se soucier de cette pauvre bête, rétorqua Madame Bertin, les narines frémissantes. Il m'a dit qu'il voulait l'observer, voir si elle ne souffre pas de troubles de l'identification, et s'il juge que son environnement était néfaste, elle laissa sa menace flotter entre eux. À ce moment-là, Duke s'approcha de Thomas, sentant sa tension monter. Il se posta calmement entre son maître et la voisine. Pas un grognement, juste une présence vigilante. Puis, contre toute attente, Luna le rejoignit. Elle se plaça aux côtés de Duke, queue basse, corps tendu, mimant parfaitement la posture d'un chien en alerte. « Vous voyez » s'exclama Madame Bertin. « Les chats ne font pas ça. Ce n'est pas naturel, Thomas. Vous l'avez tellement désorientée qu'elle ne sait même plus ce qu'elle est. » Thomas s'accroupit, une main sur le dos de Duke, l'autre sur Luna. « Elle sait exactement qui elle est, murmura-t-il. Elle est de la famille. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Thomas prit son téléphone et appela directement le vétérinaire. « Antoine, j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est mauvais pour elle, vraiment ?» Le docteur Leclerc se redressa lentement, visiblement impressionné. « C'est remarquable. Elle ne copie pas seulement. Elle a intégré leur langage corporel, leur logique, leur structure. Elle fonctionne comme eux. Ce n'est pas juste du mimétisme. Elle a choisi sa meute. » Thomas le fixa, un sourcil haussé. « Alors, vous allez me signaler pour comportement anormal ?» Le vétérinaire sembla gêné. Madame Bertin a insisté, Thomas. Elle s'inquiétait. « Mais, maintenant que je l'ai observée dans son environnement naturel, je peux affirmer qu'elle est l'un des animaux les plus équilibrés que j'ai jamais vus. Elle est parfaitement adaptée, même si cette adaptation est inhabituelle. » Sur le chemin du retour, le poids sur les épaules de Thomas semblait avoir fondu. Même Antoine, l'homme de science, reconnaissait que quelque chose d'unique s'était créé. Et peut-être que ça méritait d'exister tel quel. Ce soir-là,
Alors que le soleil se couchait derrière les collines dorées, Thomas s'adressa à ses compagnons à quatre pattes, rassemblés autour de lui dans le salon. « On a assez vécu dans l'ombre, pas vrai? À se cacher de ce que les gens pensent? Sarah aurait adoré voir ça. Elle aurait ri. Elle aurait dit que le monde est plein de cases, mais que les plus belles choses sont celles qui débordent. » Luna émit un petit cri, ni tout à fait un miaulement, ni un aboiement, comme une approbation hybride. Puis elle bondit sur le fauteuil et se roula en boule sur le coussin que Claire avait brodé des années plus tôt. Duke la rejoignit, posant sa tête près d'elle comme pour dire « Nous aussi on sait où est notre place ». Avec l'arrivée de l'été, les habitudes de la petite meute devinrent le centre d'attention de Belle-Roche. Chaque matin, la scène se répétait. Thomas descendait les marches de son Porsche, les animaux le suivaient à la queue leu-leu, ils s'étiraient en cadence, prenaient leur position, attendaient le signal. À l'heure du repas, Luna se postait devant sa gamelle identique à celle des chiens et attendait calmement l'ordre de manger. Pas un miaulement, pas un couinement. Une discipline impressionnante pour une créature réputée indépendante. Un mardi de juin, Thomas fit une tentative. Il remplaça la gamelle de Luna par un bol de chien, plus large, plus lourd. Elle ne broncha pas. Elle s'installa devant, comme si elle avait toujours mangé ainsi. Ses petites pattes, bien plantées au sol, son dos droit, elle adopta la même posture que Duke. Thomas secoua la tête, amusé. « Tu es vraiment unique, toi ?» Les promenades de Thomas et de sa troupe devinrent rapidement une légende locale. Il n'était plus seulement le vieux veuf du bout de Montvallon, mais le monsieur au chien, et au chat qui se prend pour un chien. Certains habitants détournaient les yeux, murmurant des commentaires peu aimables. D'autres, au contraire, faisaient exprès de croiser leur chemin pour apercevoir cette étrange cohésion. Les enfants, de surtout, adorant Luna. Elle marchait au pied, à gauche de Duke, calant ses pas sur ceux du berger allemand avec une précision presque militaire. Elle s'arrêtait quand il s'arrêtait, levait la patte devant certaines odeurs, comme si elle participait à l'enquête olfactive de ses compagnons. Bien sûr, la différence biologique rendait ce geste parfaitement inutile. Mais elle l'exécutait tout de même, avec sérieux. « Tu vois, elle fait pareil que Duke », expliquait Élise à ses camarades. « C'est pas un chat bizarre, c'est un nouveau genre. » Luna devint, sans que Thomas ne le cherche, une mascotte officieuse. Les enfants voulaient lui donner à manger. Les parents demandaient à Thomas comment il l'avait dressée. Il répondait toujours la même chose. « Je ne l'ai pas dressée. Elle a juste appris à aimer, à sa manière. » Élise, elle, venait presque tous les jours après l'école. Armée de son carnet, elle prenait des notes, observait, comparait. Elle dessinait même des schémas, comportements félins classiques, comportements canins adoptés, comportements hybrides. Un jour, elle leva les yeux de ses pages et dit à Thomas « Ma grand-mère dit que Luna est perdue. Mais moi, je crois qu'elle est exactement là où elle doit être. » Thomas se contenta d'hocher la tête. Ce que cette fillette comprenait si naturellement, beaucoup d'adultes, eux, refusaient de le voir. Car si les enfants acceptaient Luna, les autres chats du quartier, eux ne savaient pas quoi penser. Très vite, le jardin de Thomas devint une zone de non-accès pour les félins du voisinage. Les rares qui s'y aventuraient repartaient en courant après des interactions déroutantes. Luna les approchait comme un chien, droite, directe, sans tourner autour du pot. Elle se mettait en position de jeu typiquement canine. Pattes avant au sol, arrière-train levé, queue qui bat. Résultat, feulement, fuite, incompréhension totale. Elle ne parle pas leur langue, constata Thomas un jour en présence du docteur Leclerc, venu pour le rappel de vaccin. C'est comme si elle avait grandi dans un monde parallèle. Elle veut jouer, elle essaie, mais les autres la fuient. Le vétérinaire l'observa un instant. Luna venait de terminer son examen sans un seul mouvement d'humeur, s'étant laissée manipuler avec une docilité remarquable. Elle ne connaît que les chiens. Son développement social s'est fait à travers eux. Les signaux félins lui sont presque étrangers. Mais, regarde-la. Luna s'était réfugiée contre Duke, assise bien droite, son corps collé contre la patte du chien, les yeux mi-clos. Elle est sereine, elle a ses repères, et si on définit le bonheur comme un environnement stable, des liens forts, une activité naturelle, alors Luna est probablement l'un des chats les plus heureux de Belle-Roche. Mais cette vision bienveillante n'était pas partagée par tous. Madame Bertin, toujours elle, avait élargi son champ d'action. Elle avait rallié quelques voisins inquiets sous la bannière de ce qu'elle appelait le respect de l'ordre naturel. Ensemble, ils avaient organisé une réunion publique au centre communal sous prétexte de discuter de la cohabitation interespèces et du bien-être animal. Thomas y alla par curiosité. Il s'assit au fond de la salle, ses bras croisés, entouré de regards curieux.
Sur l'estrade, le maire, M. Laurier, tentait de garder son sérieux. Il paraissait mal à l'aise, comme s'il regrettait déjà d'avoir accepté de modérer ce débat. « Ce n'est pas seulement une question de comportement étrange », s'exclama Madame Bertin en brandissant un dossier rempli de coupures de journaux. « C'est une question de principe. Cette chatte croit qu'elle est un chien. Elle participe à la parade canine du 14 juillet. Elle perturbe l'équilibre de notre communauté. Elle a été applaudie », fit remarquer Thomas à mi-voix. « Ce n'est pas une raison pour valider des aberrations, et que se passera-t-il ensuite? Des poissons rouges qui pensent être des oiseaux? Des enfants qui veulent se faire adopter par des moutons ?» Quelques rires nerveux parcoururent la salle. Thomas se leva lentement, sa silhouette se découpant sur le fond éclairé. « Écoutez, je comprends que cela vous semble étrange, à moi aussi parfois, mais je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas dressé Luna, je l'ai trouvée, presque noyée, dans une nuit de tempête. Je pensais la garder une nuit, et voilà. » Il inspira profondément, posant son regard sur chaque visage. « Ma femme est morte peu après. Je n'avais plus que les chiens, et cette petite chose fragile qui a trouvé sa place au milieu d'eux. Ce n'est pas moi qui ai choisi cette famille, c'est elle qui s'est choisie. Et croyez-moi, elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. » Un silence lourd suivit ces mots. Même Madame Bertin semblait ébranlée. Le maire se racla la gorge. « Merci Thomas. Je crois qu'il n'y a pas de violation d'ordonnance municipale ici. Le conseil en prendra bonne note. » Thomas rentra chez lui, le cœur plus léger. Il savait que tout le monde ne serait pas convaincu. Mais il avait dit sa vérité. Et parfois, cela suffisait. Dans les semaines qui suivirent la réunion, quelque chose changea subtilement à Belle-Roche. On croisait moins de regards réprobateurs. Les commentaires moqueurs cédèrent peu à peu la place à des sourires discrets, à des hochements de tête bienveillants. Même les commères du marché, d'habitude promptes à juger, se contentaient désormais de murmurer « Le voilà, avec ses chiens et sa chatte soldat ». Mais sans venin dans la voix. Thomas, lui, poursuivait sa vie au rythme des saisons. Les jours s'étaient rallongés, la lumière dorée d'août enveloppait la campagne d'une chaleur douce. Et chaque soir, en s'asseyant sur son porche, il se disait que Claire aurait adoré voir ça. Luna qui chassait les papillons avec Bella, Max qui courait en cercle pendant que Duke veillait du regard, la paix, l'équilibre, le miracle silencieux d'une famille qui n'aurait jamais dû exister et qui pourtant tenait debout mieux que bien des foyers. Un matin, alors qu'un orage grondait à l'horizon, Élise sonna chez Thomas, le souffle court, son carnet sous le bras. « J'ai noté quelque chose d'étonnant. Hier, pendant la séance de jeu, Luna a empêché Bella de prendre la friandise. Elle a poussé un son que je n'avais jamais entendu. Un mélange de grognement et de miaulement. Et Bella s'est arrêtée net. Elle a reculé, comme si elle comprenait que Luna voulait la priorité. Elle lui a dit d'attendre son tour ?» demanda Thomas, intrigué. « Exactement. C'était une forme de communication totalement hybride. Ni langage canin, ni langage félin, c'était du Luna. » Thomas sourit. « Elle développe sa propre langue. C'est ce que mon professeur pense aussi. Il veut qu'on fasse une présentation au collège. Il dit que Luna est peut-être le premier cas documenté d'un animal bilingue, comportementalement parlant. » La fierté qu'il ressentait en regardant cette fillette parler de Luna était immense. Et il se promit de soutenir Élise dans cette aventure, peu importe ce que cela impliquait. Mais dans l'ombre, les souvenirs de Claire ne le quittaient jamais. Et parfois, dans les nuits plus longues, dans le silence du grenier, il se replongeait dans les journaux intimes qu'elle avait laissés. Des carnets à la couverture fleurie, remplis de pensées, de réflexions sur la vie, l'amour et sur leur foyer. Elle y parlait souvent d'animaux, de leur rôle dans nos vies, de leur manière d'aimer, sans condition ni jugement. Un passage attira particulièrement son attention. « J'aimerais un jour accueillir un chat, pas un chat qu'on possède. Un chat qui choisit de rester. Les chiens aiment de façon instinctive. Les chats, eux, aiment quand on les mérite. Et peut-être que le jour où l'un d'eux s'installera parmi nos chiens, ce sera le signe que notre foyer est suffisamment fort pour accueillir ce genre de contradiction. » Thomas referma le carnet avec lenteur, le cœur serré. « Tu savais déjà, hein? Tu l'as toujours su. » La vie à Belle-Roche suivait son cours, paisible, jusqu'à ce qu'un nouveau drame vienne bousculer leur quotidien. Une alerte météo fut lancée début octobre. Un système dépressionnaire massif s'apprêtait à s'abattre sur la région. Les sols, déjà saturés après un été pluvieux, ne pourraient pas absorber toute cette eau. Thomas se prépara. Il monta les affaires les plus précieuses à l'étage, rangea les papiers importants dans une valise étanche, vérifia les croquettes, les médicaments. Il parlait à ses animaux, leur expliquant ce qui allait se passer comme s'il comprenait chaque mot.
Et peut-être que d'une certaine façon c'était vrai. Le matin où la tempête arriva, le maire appela directement Thomas. Il faut évacuer. Le quartier du ruisseau est en zone critique. L'eau va monter vite. On a ouvert le centre communautaire comme abri d'urgence. Très bien, on y sera dans l'heure. Mais le maire hésita. Il y a une complication? Le comité de crise a décidé de séparer les animaux par espèce. Les chiens iront au gymnase, les chats dans une salle à part. Un silence, puis la voix de Thomas, calme, tranchante. Pas question, elle reste avec eux, toujours. Thomas, je comprends ton attachement, mais non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un animal de compagnie comme les autres. C'est une famille. Et on ne sépare pas une famille en pleine catastrophe. Le maire soupira, gêné. C'est Madame Bertin qui a insisté. Elle dit que le chat serait mieux avec ses semblables. Thomas raccrocha sans un mot de plus. Il chargea son pick-up de vivres, de couvertures, des journaux de Claire. Il installa les animaux à bord. Luna, comme toujours, s'installa entre Duke et Bella. Elle semblait comprendre que quelque chose d'inhabituel se passait. Elle ne miaulait pas. Elle observait, elle attendait. La route vers le centre fut longue, semée d'embûches. Des flaques géantes, des arbres tombés, des routes coupées. Mais ils y arrivèrent. Devant le centre, des bénévoles couraient dans tous les sens. Parmi eux, Madame Bertin, armée d'un parapluie et d'un tableau d'affichage, dictait des consignes. Lorsqu'elle aperçut Thomas approcher avec les 4 animaux, elle s'avança immédiatement. Les chiens doivent aller au gymnase, le chat à la salle des félins. C'est comme ça que le système a été conçu, pour la sécurité de tous. Thomas se posta devant elle, trempé jusqu'aux os. Je ne les séparerai pas. Faites ce que vous voulez, appelez qui vous voulez. Mais si vous pensez que je vais envoyer Luna seule dans une salle remplie d'inconnus alors qu'elle n'a jamais quitté ses chiens, vous ne comprenez rien à ce que c'est, une famille. Autour d'eux, les gens s'étaient arrêtés. Certains enregistraient la scène avec leur téléphone, d'autres chuchotaient. Élise, blottie dans les bras d'une bénévole, regardait Luna avec inquiétude. « S'il vous plaît, grand-mère, souffla-t-elle, laissez-les rester ensemble. Elle a peur toute seule. » Madame Bertin regarda la chatte qui s'était collée contre la patte de Duke, le regard vigilant. Puis elle regarda Thomas. « Très bien, marmonna-t-elle. Il y a une pièce de stockage à l'arrière, c'est petit. Mais vous pouvez y rester. Tous les 4. » Thomas incline la tête. « Merci. » La salle de stockage n'était ni grande ni confortable, mais elle était sèche, silencieuse, et à l'abri du vent qui hurlait dehors. Thomas y installa des couvertures, déballa quelques conserves et mit de l'eau à disposition pour ses compagnons. Les chiens s'allongèrent rapidement, formant un cocon rassurant autour de Luna, qui s'installa naturellement entre Duke et Bella, sa petite tête posée sur la patte du vieux chien. Max, en retrait, veillait près de la porte, les oreilles frémissantes. À peine Thomas avait-il commencé à somnoler qu'un bruit dans le couloir le tira de son demi-sommeil. Des pas précipités, des voix paniquées. Il se leva d'un bond, les chiens déjà debout et aux aguets. Luna, elle, adoptait la même posture tendue que ses frères, parfaitement en alerte. La porte s'ouvrit brutalement. Un jeune homme au visage ruisselant de pluie apparut, essoufflé. Une badge bénévole accrochée de travers à son gilet jaune. « On a un problème, un couple n'est pas encore arrivé au centre. Les Deveau, de la rue du Moulin. Ils ont une petite fille. Personne ne les a vus depuis ce matin. Les secours sont débordés. » Thomas se redressa, le cœur serré. « Les parents d'Élise ? » ?»« Oui. Ils ont laissé la petite avec Madame Bertin puis sont retournés chez eux pour sécuriser la maison. Ils n'ont jamais rejoint l'abri. » Sans attendre davantage, Thomas remit son manteau et attrapa les laisses. Les chiens sautèrent sur leurs pattes, prêts à partir. Luna, elle, se posta directement près de Duke comme pour dire « Je viens ». Le jeune bénévole écarquilla les yeux. « Vous emmenez le chat aussi ?» C'est Luna. Elle va où ils vont, toujours. Mais c'est dangereux. Il pleut à verse. La rivière déborde, justement. Je connais le quartier mieux que n'importe qui ici. Et eux, ce sont mes coéquipiers. On n'a pas 2 heures à attendre l'équipe de sauvetage. Dehors, la pluie battait furieusement. Le vent fouettait le visage. Mais Thomas ne ralentit pas. Les chiens avançaient avec efficacité, flairant, analysant, guidés par un instinct qu'ils n'avaient pas utilisé depuis longtemps. Sarah les avait entraînés autrefois à des missions de recherche en forêt. Et ce soir-là, c'est cet entraînement oublié qui ressurgit, vif, précis. Luna imitait chaque mouvement. Elle ne grognait pas, ne miaulait pas. Elle observait et elle suivait. Quand Duke s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il tournait brusquement vers un chemin inondé, elle bondissait dans son sillage. La maison des Deveau se dessinait à peine à travers la brume épaisse. L'eau montait déjà le long des marches du perron. Une lumière vacillait à l'étage, et soudain un cri, faible mais distinct.
Thomas accéléra. Duke s'élança, suivi de Max, Bella et Luna. Mais là où les chiens devaient contourner les débris, Luna fila. Agile, légère, elle grimpa sur une planche flottante, sauta par-dessus une haie effondrée et disparut dans le jardin englouti. Thomas hurla son nom, mais elle ne se retourna pas. Un instant plus tard, Max aboya 3 fois. Un signal? Ils avaient trouvé quelque chose. Thomas franchit les derniers mètres en luttant contre le courant, trébuchant sur des branchages emportés par la crue. Là, au niveau d'une vieille remise, il vit Luna perchée sur une grille tordue, miaulant d'un ton saccadé, pointant de la tête vers un soupirail à moitié immergé. Duke s'approcha, puis grogna doucement. Max tourna autour de la structure. Bella grattait déjà à la porte. Thomas comprit. Les 2 veaux étaient à l'intérieur. Il utilisa une barre de fer trouvée dans les décombres pour forcer l'ouverture. L'eau jaillit, mais derrière, 2 silhouettes apparurent, épuisées, trempées, mais vivantes. Monsieur et Madame Deveau agrippés l'un à l'autre. « Par ici !» cria Thomas. Il leur tendit la main, les aida à sortir. Duke guida Monsieur Deveau hors de l'eau. Max soutint la femme, pendant que Bella éclairait la voie de ses jappements. Luna, elle, bondissait en avant, puis revenait, puis repartait, indiquant la trajectoire avec une précision étonnante. Quand ils atteignirent la camionnette, Thomas eut un frisson, non pas de froid, mais de soulagement, de gratitude. « Vous êtes des héros ?» souffla Madame Deveau en caressant Bella. « Tous les 4 ?» ajouta Monsieur Deveau en désignant Luna, toujours collée contre Duke, ses poils trempés plaqués contre son corps fin. Ils rentrèrent au centre communautaire sous les applaudissements des bénévoles. Madame Bertin, les larmes aux yeux, enlaça sa fille et son gendre, puis serra sa petite-fille contre elle. Élise s'accroupit devant Luna et murmura doucement « Tu les as trouvés, tu les as vraiment trouvés, tu es incroyable. » Ce soir-là, la tempête fit rage encore de longues heures, mais dans la petite pièce du centre où Thomas et ses compagnons retrouvèrent leur abri, le calme régnait. Et pour la première fois depuis des mois, Thomas dormit profondément. Le lendemain de la tempête, alors que Belleroche pansait ses plaies, Thomas rentra chez lui, accompagné de ses fidèles compagnons. Mais le soulagement fut de courte durée. La maison tenait encore debout, certes, mais les dégâts étaient immenses. Les fondations imbibées d'eau, la cave submergée, le rez-de-chaussée marqué d'une ligne brunâtre à mi-hauteur des murs. Le jardin, autrefois fleuri, n'était plus qu'un champ de boue. Ce n'était pas la première épreuve que Thomas affrontait, mais celle-ci, il la sentit différemment, comme une fin de chapitre. Quelques jours plus tard, la confirmation tomba. Un avis d'expulsion fut glissé dans sa boîte aux lettres. Le propriétaire, contacté en urgence, n'avait pas cherché à discuter. « Désolé, monsieur Marchand, trop de dégâts. L'assurance me rembourse. Je vends le terrain au promoteur. Vous avez 30 jours ? 30 jours. 30 jours pour trouver un logement avec 3 bergers allemands et un chat qui pense être l'un d'eux. Autant chercher une aiguille dans une forêt. » Thomas s'assit sur les marches boueuses de ce qui avait été sa maison pendant 15 ans. Duke posa sa tête sur ses genoux. Max grogna faiblement, inquiet. Bella tourna en rond, flairant chaque centimètre du terrain ravagé. Et Luna s'assit simplement, droite comme un i, entre les pattes de Duke, la queue battant lentement. « Qu'est-ce qu'on va faire, les amis ?» murmura Thomas, sa voix brisée par la fatigue. « On ne peut pas rester ici. Et je ne peux pas vous séparer, pas après tout ce qu'on a traversé. » Il passa les 2 jours suivants à appeler, envoyer des mails, visiter des annonces. Rien. Soit les logements n'acceptaient qu'un animal, soit ils refusaient les grandes races, soit ils n'étaient tout simplement pas disponibles après la tempête. Le docteur Leclerc passa faire un tour, comme il l'avait promis après la catastrophe. « Comment vont-ils » demanda-t-il en examinant Duke avec attention. Physiquement, rien à signaler. Mais Luna, elle est inquiète. Elle sent que quelque chose ne va pas. Thomas lui expliqua l'avis d'expulsion, la difficulté à trouver un logement. Le vétérinaire se passa la main sur le front. « Écoute, je peux prendre Duke temporairement. Mon immeuble autorise un grand chien. C'est pas grand, mais ce sera au sec, et je bosse de la maison cette semaine. »« Merci, » répondit Thomas, sincère, « mais je redoute leur réaction si je les sépare. Ils s'y feront. Il faut parfois faire des compromis pour un avenir plus stable. » Ce mot, compromis, résonna longtemps dans la tête de Thomas. Était-ce vraiment un compromis ? Ou bien une trahison silencieuse envers cette famille qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il avait accueillie comme un miracle. Le jour suivant, c'est Madame Bertin qui l'appela. Oui, elle, celle qui, des mois plus tôt, voulait séparer Luna des chiens pour qu'elle retrouve son identité. « J'ai parlé avec Élise »,
dit-elle d'une voix étonnamment douce. Elle m'a convaincu d'essayer. Si tu veux, je peux prendre Luna. J'ai tout préparé. Litière, arbre à chat, jouets. Thomas resta sans voix. Vous êtes sûr? Je ne promets rien, mais si ça peut aider. Évidemment, je ne peux pas prendre les chiens. Finalement, un arrangement se dessina. Le docteur Leclerc prendrait Duke. Le jeune bénévole Tom, du centre communautaire, accepta d'héberger Bella. Il avait un jardin clôturé et un faible pour les grands chiens. Quant à Max, les Deveau, reconnaissants, proposèrent de le garder, le temps qu'il faudra. Alors, par une matinée grise, Thomas fit le tour de Belleroche avec ses animaux. Il déposa Max chez les Deveau, Bella chez Tom, Duke chez le vétérinaire. À chaque séparation, son cœur se brisait un peu plus. Et enfin, il amena Luna chez Madame Bertin. « Ce n'est que temporaire, d'accord ?» souffla-t-il à la chatte en la posant au sol dans cette maison si ordonnée. Mais Luna ne semblait pas rassurée. Elle restait immobile, les oreilles plaquées, les pupilles dilatées. Elle tournait en rond, inspectait les angles, sans jamais se détendre. « Donnez-lui un peu de temps, dit Madame Bertin un peu raide. Elle finira par s'adapter. » Thomas partit, le cœur en lambeaux, mais le lendemain matin, un appel paniqué le réveilla. C'était Madame Bertin. « Thomas, Duke est là, sur mon porche. Je ne sais pas comment il a fait, mais il gratte à la porte, il pleure, et Luna est à la fenêtre. Elle miaule ou... Non, elle aboie. » Thomas sauta dans ses chaussures, prit ses clés et fonça chez sa voisine. Lorsqu'il arriva, une scène incroyable l'attendait, Duke assis devant la porte, calme mais déterminé. De l'autre côté de la vitre, Luna, qui tapait contre la fenêtre avec ses pattes, émettant ce son étrange qu'elle réservait aux chiens. Il a franchi des kilomètres pour la retrouver, murmura Madame Bertin, et elle la sentit venir. « Ils ne peuvent pas être séparés », répondit simplement Thomas. Devant cette preuve vivante d'un lien indestructible, même Madame Bertin ne put qu'acquiescer. « Bon, entrez, mais pas de bêtises dans mon salon. » Duke franchit le seuil avec une prudence touchante, ses grandes pattes s'appuyant délicatement sur le tapis floral de Madame Bertin. Il n'aboya pas, ne sauta pas, ne renifla rien. Il fonça droit vers Luna, qui avait bondi du rebord de la fenêtre pour l'accueillir. Le vieux chien s'abaissa légèrement et la petite chatte vint se frotter contre lui avec un miaulement rauque, presque plaintif. Puis, elle posa ses deux pattes avant sur sa tête comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Dans le salon, le silence était total. Même Madame Bertin, d'ordinaire si prompte à s'exclamer, en resta bouche bée. « Ce n'est pas normal, souffla-t-elle, bouleversée malgré elle. Ce lien, ce n'est plus de l'instinct, c'est de la loyauté. C'est de la famille, corrigea Thomas, la gorge nouée. Luna et Duke s'installèrent ensuite sur le tapis comme s'ils avaient vécu là toute leur vie. Elle se cala contre son flanc, ferma les yeux et se mit à ronronner d'un ronflement profond, presque vibrant. Duke, lui, resta alerte, mais calme. Il veillait sur elle, sur leur espace, sur leur paix. Élise, en rentrant de l'école, fut la première à comprendre ce que cela signifiait. Ils doivent rester ensemble, pas juste le soir, tout le temps. Et contre toute attente, Madame Bertin finit par admettre l'évidence. Elle fit un pas de plus vers cet univers qu'elle avait autrefois rejeté. « D'accord, je vais les garder tous les deux, le temps qu'il faudra. Mais seulement jusqu'à ce que tu retrouves un vrai foyer. » Thomas acquiesça, plus reconnaissant qu'il ne saurait le dire. Mais ce qui se passa ensuite dépassa toutes leurs attentes. Une infirmière de l'hôpital local, tombée sur le journal d'observation d'Élise laissé dans la salle d'attente, appela Thomas. Elle avait été bouleversée par l'histoire. Elle voulait savoir si Luna pouvait venir rendre visite à leurs patients, notamment les enfants hospitalisés. L'idée fit son chemin. Rapidement, une journaliste du Courrier de la Vallée prit le relais. Une semaine plus tard, un article faisait la une du journal régional. Une chatte qui se prend pour un chien redonne espoir à un village meurtri. On y racontait tout. La tempête, le sauvetage des Deveau, le lien indéfectible entre Luna et Duke, l'adaptation comportementale unique de cette chatte pas comme les autres. Les photos prises par Élise illustraient l'article. On y voyait Luna assise entre les trois bergers allemands, les imitant dans leur posture, leurs regards, leurs gestes. Très vite, les appels affluèrent. Des offres d'aide, des dons. Une entreprise de nourriture animale envoya des sacs de croquettes. Un menuisier proposa de fabriquer des rampes et étagères adaptées à Luna pour son futur foyer. Un refuge animalier demanda à Thomas de venir avec ses compagnons pour aider à sociabiliser certains chiens et chats détraumatisés. Et surtout, une famille de retraités, les Ménard, habitant dans le village voisin, prirent contact. « Nous partons vivre dans le sud », expliqua Madame Ménard par téléphone. « Et nous cherchions quelqu'un pour s'occuper de notre ferme. Elle est grande, avec des champs clôturés. Il y a une mare, un vieux hangar qu'on a rénové,
Ça pourrait convenir à votre meute et à votre chatte un peu particulière. Ils proposèrent à Thomas un bail à long terme, à loyer très réduit en échange de l'entretien du lieu et de quelques réparations. Une aubaine inespérée. Lorsque Thomas visita la propriété, il eut l'impression de respirer à nouveau. La maison blanche, les volets verts, le porche en bois, les hectares de terrain, c'était comme si Claire avait soufflé cette solution depuis l'au-delà. Elle aurait adoré cet endroit, dit-il à voix basse, en regardant Luna sauter dans l'herbe haute, suivie par Bella et Max. L'installation se fit rapidement. Les voisins apportèrent des meubles, de la peinture, des plantes. Le docteur Leclerc offrit un cabinet de soins de fortune dans l'une des dépendances pour continuer à surveiller les animaux. Et enfin, un matin de novembre, Luna, Duke, Max et Bella parcoururent le chemin en gravier qui menait à leur nouvelle maison, Thomas marchant à leur côté, le cœur léger pour la première fois depuis des années. Ce jour-là, sur le porche, Élise posa une question simple. « Tu crois qu'elle sait que c'est sa maison maintenant ?» Thomas observa Luna qui, à ce moment précis, grimpa sur le banc près de la porte, s'y installa dignement et on s'assit comme un chien. Patte droite légèrement avancée, dos droit, regard fier. « Elle sait, répondit-il. Elle sait qu'elle est enfin chez elle. » La vie à la ferme devint rapidement un équilibre parfait entre routine et émerveillement. Chaque matin, Thomas ouvrait les volets sur les champs baignés de brume, avec Luna déjà en poste entre Duke et Bella, observant le moindre mouvement dans la cour. Max, fidèle à lui-même, débordait d'énergie et courait autour du groupe, souvent poursuivi par un papillon imaginaire. Et Luna, toujours elle, suivait le rythme, trottinant avec une grâce féline mais une intention résolument canine. Il ne fallut que quelques semaines pour que les habitants du coin se prennent d'affection pour cette étrange famille recomposée. La boulangerie du village voisin laissa un bol d'eau devant sa vitrine. Les enfants de l'école maternelle apprirent à reconnaître Luna et lui faisaient des dessins. Chaque visite en ville était un cortège d'émerveillement. Les gens saluaient les chiens, caressaient Luna, prenaient des photos, posaient des questions. « Elle pense vraiment être un chien ?» demandait-on sans cesse. « Non », répondait Thomas avec un sourire. « Elle pense qu'elle est Luna, et c'est amplement suffisant. » Élise, elle, poursuivait ses observations, épaulée désormais par un professeur d'éthologie de l'université régionale. Ce dernier, intrigué par les notes de la fillette et les vidéos captées, proposa une étude de cas sur Luna, non intrusive, respectueuse, juste de l'observation. Thomas accepta, à condition que cela reste discret. « Elle n'est pas un phénomène de foire », précisa-t-il. « C'est une âme unique, pas un objet de laboratoire. » Le professeur acquiesça, impressionné par la sagesse tranquille de cet homme au regard doux et aux mains calleuses. De leur côté, Luna et les chiens avaient développé un mode de communication qui échappait à toute logique humaine. Un son particulier que Luna utilisait pour avertir d'un danger. Une posture de Duke que Luna imitait pour calmer les plus jeunes chiens du refuge lorsqu'ils paniquaient. Même les chats réticents semblaient fascinés par cette petite créature qui sentait le chien mais bougeait comme eux. « Elle est comme une ambassadrice entre les espèces », déclara un jour Madame Ménard lors d'une visite. Une traductrice vivante. Le refuge animalier local, touché par l'histoire de Luna, invita Thomas à venir une fois par mois avec ses compagnons. Leur mission, aider à sociabiliser des animaux difficiles à placer. Les chiens apportaient leur stabilité. Et Luna apportait l'impossible, le pont entre deux mondes. Un jour, une chienne apeurée, récupérée après des mauvais traitements, refusait toute interaction. Ni les vétérinaires, ni les bénévoles ne parvenaient à l'approcher sans provoquer des tremblements de panique. Thomas s'assit calmement à bonne distance, et Luna, comme si elle sentait quelque chose, s'approcha lentement, sans un bruit. Elle s'allongea non loin de la chienne et resta là, sans bouger. 1 minute, 5, 10. Puis, contre toute attente, la chienne leva la tête et approcha, lentement. Elle renifla Luna, hésita, puis posa sa truffe contre la tête de la chatte. « C'est la première interaction qu'elle accepte depuis 3 mois », murmura une bénévole bouleversée. L'article du journal local suivant titra « Une chatte hors du commun aide les animaux traumatisés à guérir ». À Belle-Roche, Luna était devenue bien plus qu'un animal. Elle était une figure, un symbole, la preuve vivante qu'on pouvait être différent, étrange aux yeux des autres, et malgré tout essentiel, unique, profondément aimé. Et pourtant, Thomas savait que cette reconnaissance publique, aussi touchante soit-elle, n'était pas le cœur de l'histoire. Le cœur, c'était cette maison remplie de silence doux, ces matinées de givre où les pas des chiens crissaient dans le jardin, ces soirées au coin du feu où Luna, fatiguée de ses aventures, venait se lever entre Duke et Bella et poussait ce petit grognement de contentement, moitié ronron, moitié aboiement. Il se souvenait de ce que Claire écrivait dans ses carnets « Les animaux savent ce qu'on ignore encore ». Ils ne cherchent pas leur place, ils la créent.
et Luna, d'une manière totalement improbable, avait créé la sienne. Un jour d'hiver, alors que la neige couvrait le jardin d'un tapis immaculé, Thomas s'assit sur le porche avec une tasse de café brûlant. Devant lui, les 4 compagnons jouaient dans la poudreuse, Luna bondissant dans les traces des chiens, ses pattes disparaissant à chaque saut. « Sarah !» souffla-t-il à l'air glacé. « Tu verrais ça ?» Il sourit, les larmes aux yeux. « On a trouvé notre maison. Enfin !» Le printemps arriva tôt cette année-là, comme pour féliciter Belle-Roche de ses transformations silencieuses. Les arbres en fleurs couvraient les ruelles d'un parfum de renouveau et la lumière dorée perçait à travers les rideaux de la ferme chaque matin. Pour Thomas, ce n'était plus seulement une nouvelle saison, c'était une nouvelle vie. Il avait repris le bricolage, réparé les clôtures, rénové le grenier que Claire avait toujours rêvé de transformer en bibliothèque. Il avait même installé des étagères en spirale spécialement conçues pour Luna, menant du sol au plafond, avec des plateformes où elle pouvait s'étirer, bondir, observer ou dormir, lovée au-dessus de tous. Mais ce qu'il préférait, c'était les matinées partagées. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains, il regardait ses 4 compagnons attendre patiemment leur signal, tous alignés, tous attentifs, et Luna dans la même posture que les autres, queue enroulée sur ses pattes avant, attendant son OK pour manger. Un jour, en observant cette scène, Thomas souffla doucement. « On t'a jamais demandé d'être comme les autres, on t'a juste laissé être toi. Et regarde ce que ça a donné. » Car Luna n'était plus seulement le chat qui se prenait pour un chien. Elle était devenue Luna, une identité entière, une entité à part entière. Elle savait quand Max allait trop vite. Elle savait calmer Bella quand un orage grondait. Elle savait guider Duke, désormais un peu plus lent, dans les longues promenades du soir. Elle s'était adaptée à tous, sans perdre une miette de ce qu'elle était. Madame Bertin, autrefois si rigide, était devenue leur plus grande ambassadrice. Chaque mercredi, elle organisait des après-midi Luna avec les dames de la paroisse, tricotant des couvertures tout en observant la chatte jouer avec les chiots du refuge. Elle a réussi à faire ce que ni les hommes ni les règlements n'ont jamais su faire, disait-elle en sirotant son thé. Elle a créé l'harmonie. Et à sa manière, c'était vrai. Luna avait rassemblé autour d'elle une communauté qui jusque-là ne savait pas qu'elle avait besoin de se reconnecter. Elle avait guéri. Pas seulement les animaux brisés du refuge, elle avait guéri Thomas, Élise, même Madame Bertin, et bien au-delà. Un matin, alors qu'il revenait d'une promenade, une voiture se gara devant le portail. Margaret en descendit, un journal roulé sous le bras et un large sourire aux lèvres. « On parle encore de ta Luna », lança-t-elle. « Regarde, elle déplia le journal régional. En première page, une photo prise au refuge, Luna, assise bien droite entre 2 chiens fraîchement arrivés, les apaisant de sa présence. Le titre, « Une chatte comme nulle autre aide les animaux traumatisés à croire à nouveau en l'humain ». Thomas lut l'article en silence, ému, puis leva les yeux vers la scène familière devant lui. Luna, flanquée de Duke, et Bella observaient le portail. Max bondissait joyeusement à côté d'Élise, qui brandissait déjà un nouveau carnet. « Tu sais ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle en courant vers lui. « Le professeur veut qu'on publie un article. Un vrai. Dans une revue scientifique pour jeunes chercheurs, il dit que Luna est un cas unique et que son impact social dépasse l'éthologie. » Thomas sourit. « Et toi, Élise, tu veux en faire quoi de tout ça ?» Elle s'arrêta, pensive. Puis, avec le sérieux qui n'appartient qu'aux enfants sincères, elle répondit « Je veux montrer aux gens que ce n'est pas grave d'être différent, que parfois, c'est même ce qui rend les choses belles. » Ce soir-là, Thomas s'assit sur le porche, un plaid sur les genoux, entouré de sa famille improbable, le vent printanier agitait les feuillages. Luna, comme à son habitude, observait les alentours avec son calme solennel, toujours postée là où elle pouvait intervenir si nécessaire. Pas parce qu'on le lui avait appris, mais parce qu'elle l'avait choisi. « Tu sais, » murmura Thomas en la regardant, « tu nous as tous changés, et pas juste un peu. Tu nous as montré qu'on pouvait exister entre les cases, qu'on pouvait aimer au-delà des espèces, des habitudes, des normalités. » Il caressa lentement sa tête douce. Elle ferma les yeux, ronronna, puis se redressa et s'assit, comme un chien. « Tu es parfaitement toi, Luna. Ni chat, ni chien. Juste unique. Et peut-être que c'est ça, pensa-t-il. La plus belle forme de sagesse, cette histoire ne s'arrête pas ici. Parce que chaque jour, quelque part,
un enfant entendra parler de cette chatte un peu étrange qui marchait aux côtés de bergers allemands. Un adulte en deuil pensera à Thomas et trouvera du courage dans son parcours. Un animal effrayé croisera Luna au refuge et sentira, pour la première fois, qu'il n'est pas seul. Et vous qui écoutez cette histoire, peut-être que vous y verrez autre chose encore. Une métaphore de notre époque, une invitation à l'acceptation. Un rappel que la famille n'est pas un schéma imposé, mais un lien tissé par le cœur. Alors, où que vous soyez chien, chat ou simplement humain un peu perdu, souvenez-vous de Luna. Souvenez-vous qu'on peut être différent et que c'est parfois la meilleure chose qui puisse nous arriver. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.